Voilà, il est 7h13 exactement. Vous écoutez Polynésie la première. Vous avez bien raison. C'est l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face spécial deuxième tour des législatives. Un face-à-face qui concerne la deuxième circonscription du territoire. Samedi soir, Nicole Sanquer, ancienne députée et représentante de la coalition autonomiste Amuitato, a fini donc en tête à l'issue du premier tour avec 49,09% des suffrages exprimés devant le candidat indépendantiste sortant du Tavini, Steve Chailloux, 42,19%, soit un écart de plus de 1800 électeurs en faveur de Nicole Sanquer. Alors ce matin, nous vous proposons ce face-à-face entre les deux candidats encore qualifiés, donc pour ce second tour de samedi, dans cette deuxième circonscription. Alors il y aura 25 minutes donc de débat en français, 25 minutes ensuite en tahitien avec Abinera Temata Otoa. Madame, monsieur, bonjour. Nicole Sanquer, vous vous dites qu'il faut finir le travail en restant sereine et vigilante. Steve Chailloux, l'espoir, vous dites, ce sont ces abstentionnistes. Au Tavini, on aime bien voter au second tour. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Sur le terrain, vous avez très certainement dû être interpellé plus d'une fois par cette thématique très chère aux électeurs, à savoir la lutte contre la vie chère. Alors, la première réponse donnée souvent par les candidats, c'est la suivante. Désolé, ça ne relève pas de notre compétence, de la compétence d'un député. Est-ce que c'est une réponse suffisante? Vous pensez que le contribuable va s'en contenter? Nicole Sanquer. Tout d'abord, il y a tous les auditeurs de Radio Polynésie la première qui nous écoutent ce matin. Alors, il est vrai que dans nos rencontres avec les familles sur le terrain, la cherté de la vie est un thème principal sur lequel nous sommes abordés. Et pour avoir été député, nous avons plusieurs leviers qui peuvent aider le gouvernement à soutenir les prix et notamment j'en ai parlé la dernière fois, il y a des dispositifs qui sont valables dans d'autres départements d'outre-mer qui peuvent être appliqués en Polynésie française et c'est tout le travail du député justement de défendre la Polynésie française en mettant en avant que nous sommes des Français à part entière. J'avais parlé de la continuité territoriale intérieure avec aujourd'hui ce compte spécial dans le budget de la Polynésie française sur les billets d'avion. Ce fonds de continuité territoriale est financé par une subvention du pays, mais aussi par une fiscalité, une taxe que payent tous les Polynésiens. Et dans le cadre de notre mandat, nous pouvons appeler l'État à venir remplacer cette taxe que payent tous les Polynésiens par une subvention. Et donc, ça pourrait réduire évidemment le coût des billets d'avion. Mais il faut savoir que le député doit aussi accompagner le gouvernement dans tout ce qui est négociation des conventions. Et quand l'État nous apporte sa contribution, ça allège un peu la dépense publique. Et pour nous, dans la vision locale, alléger les dépenses publiques, ça passe aussi par une possibilité d'alléger la fiscalité pour nos entreprises. Et donc, notre travail peut venir finalement soutenir la politique locale. On voit bien aussi notre accompagnement des dossiers polynésiens pour la défiscalisation. Donc là, nous venons soutenir l'investissement dans notre pays et donc créer de l'emploi parce qu'il y a différentes manières de soutenir évidemment la cherté de lutter contre la vie chère, soit en baissant les prix, soit en créant de l'activité, donc de l'emploi. Steve Chailloux. Oui, bonjour. Avant toute chose, bonjour à nos auditeurs qui écoutent aujourd'hui notre émission et notre débat. Je voudrais saluer mon ami Nicole Sanquer, avec qui je me retrouve ici au second tour. Alors effectivement, l'action du parlementaire est bien souvent une action indirecte vis-à-vis de notre population polynésienne. Encore une fois, il n'appartient pas aux parlementaires d'avoir le pouvoir de baisser le prix du pain, par exemple. Donc effectivement, je rejoins ce que Madame Sanquer le dit, puisque là, vous avez en face de vous deux anciens députés, donc nous connaissons l'exercice parlementaire.
Bien sûr que nous devons être présents lorsqu'il s'agira de négocier les conventions qui nous relient entre l'État et le gouvernement de la Polynésie française et qui touchent directement la population polynésienne. Madame Sanquer parlait notamment pour ce qui est de la mobilité dans nos îles. Elle parle de la continuité territoriale. Nous proposons, puisque encore une fois, il y a plusieurs leviers qu'il faut activer et c'est ça, c'est le travail en bonne intelligence. Nous voulons mettre en exergue la continuité, le passeport mobilité, afin qu'il soit appliqué au sein même du territoire de la Polynésie française. Comment ça fonctionnerait ? Comment ça fonctionnerait ? Aujourd'hui, ce dispositif concerne principalement le fait de pouvoir se déplacer de la Polynésie en France hexagonale, ce qu'on appelait auparavant la métropole. Aujourd'hui, on dit la France hexagonale. Nous voudrions que ce dispositif soit étendu aussi sur le plan domestique, la Polynésie, puisque nous ne sommes pas un petit département, nous sommes un territoire de 5 millions de kilomètres carrés, et donc ça me paraît totalement justifié. Bien sûr qu'il y a également des dispositifs qui sont applicables pour les départements d'outre-mer, et la difficulté pour nous, c'est de toujours voir si les dispositifs qui sont applicables pour les départements peuvent l'être aussi chez nous en Polynésie, puisque nous ne sommes pas un département, nous sommes une collectivité, nous sommes un pays avec un statut d'autonomie. Donc, c'est l'action du député d'essayer de trouver des passerelles afin de pouvoir essayer d'adapter, ou en tout cas de les faire appliquer chez nous. C'est ce que nous proposions notamment dans notre programme, c'est-à-dire que partout sur le territoire de la République, outre-mer et sur le territoire hexagonal, il y a ce qu'on appelle la CSPE, la contribution, service public d'électricité, qui permet une péréquation du prix de l'électricité partout sur le territoire de la République, à l'exception de la Polynésie, de la du Pacifique, tout simplement, à l'exception du Pacifique. L'idée, ce n'est pas de demander à l'État d'obtenir cette CSPE, puisque la demande a déjà été formulée à 2 reprises par notre sénateur Dubois et notre sénateur, si je ne me trompe pas, Nui Haulere. Ça n'a pas été accepté. Donc l'idée, c'est de contourner un petit peu et de proposer à l'État que ce fonds-là soit injecté dans un fonds d'investissement qui viendrait soutenir la transition énergétique. Donc, on est à chaque fois dans cet exercice de trouver des chemins de traverse pour essayer d'impacter au mieux que nous pouvons le quotidien des Polynésiens et également, effectivement, soutenir et être accompagné par le gouvernement de la Polynésie dans toutes ces négociations et notamment concernant les conventions qui nous relient entre l'État et nous-mêmes. Alors, dans ces dispositifs, ces négociations, vous vous faites facilement entendre à Paris ou c'est vraiment le parcours du combattant ? Aujourd'hui, avec le président Emmanuel Macron, ça nous a été reproché d'ailleurs, je ne pense pas par tant nos amis autonomistes que parfois en interne, cette espèce de connivence ou en tout cas de lien qu'il pouvait y avoir entre Emmanuel Macron et le président Moïse Brodersand, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rupture de dialogue. Vous en êtes tous témoins. Nous ne sommes plus en 2004 où il y avait un raidissement des relations entre l'État et le président Oscar Temaru, à l'époque président de la Polynésie. Aujourd'hui, on est dans des relations beaucoup plus apaisées parce que aussi le président Moïse Brodersand, durant ses 2 mandatures, une mandature tronquée, a fait preuve justement d'ouverture et de dialogue avec tous les partenaires de l'État, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, via le gouvernement indépendantiste Tavenehuir Atira, présidé par le président Moïse Brodersand, il y a des relations qui se sont, j'ai envie de dire, normalisées avec l'exécutif national. Idem pour ce qui est du Parlement. Le Parlement également, on a vécu 2 ans de mandature assez difficile avec 100 majorité absolue. Nous avons réussi à faire certaines choses, à faire voter certaines lois. Mais aujourd'hui, grâce à l'action des députés, j'ai envie de dire depuis Maïna Sage, ensuite est venu Nicole Sanquer, Moïse Brodersand et ensuite nous, de cette génération de députés, nous avons réussi à faire entendre la voix des Polynésiens. Parce qu'il faut le dire, auparavant, avant Maïna Sage, avant nous, j'ai envie de dire, les députés étaient, je le dis franchement, étaient ceux qui prenaient les rendez-vous pour l'exécutif polynésien à Paris et puis sans plus. Depuis cette nouvelle génération de parlementaires qui sont arrivés à l'Assemblée nationale depuis 2017, il y a un vrai travail parlementaire qui est effectué par tous les candidats, tous les députés élus. Il y a un vrai travail de relation avec les cabinets et avec les ministères. Donc on est là, on a basculé dans une autre génération de parlementaires. Vous vous faites mieux respecter quelque part aussi. On se fait en tout cas entendre et respecter parce qu'il y a une règle qui est importante à l'Assemblée nationale, c'est qu'à partir du moment où nous sommes élus députés de la nation, nous sommes respectés, que nous soyons indépendantistes, autonomistes ou que sais-je, un député de la nation reste un député de la nation élu au
suffrage universel direct. Nicole Sanquer, vous redoutez l'arrivée, par exemple, du Front National, du Rassemblement National à la tête du pays? En fait, aujourd'hui, on ne peut pas préjuger des résultats de cette élection. Ça change tous les jours. Il y a des coalitions qui se mettent en place. Et en tant que candidat aux législatives, c'est vrai qu'on ne sait pas face à qui on devra négocier pour préserver l'intérêt de la Polynésie française. En tous les cas, de l'expérience que j'ai eue à l'Assemblée nationale, nous n'étions pas dans la majorité, et je tiens encore à le préciser, nous étions dans un groupe centriste. Et il est clair que pour pouvoir obtenir des résultats, il a fallu un gros travail de pédagogie pour expliquer que ce n'est pas parce que nous sommes une collectivité autonome que nous ne pouvons pas bénéficier des mêmes dispositifs d'aide, des mêmes aides, parce que ce n'était pas de la compétence de l'État. Donc, ce gros travail a été fait lors de la mandature avec Maïna Sall, justement, et on a pu faire avancer, changer un peu le mindset de l'État et d'affirmer que nous sommes des Français à part entière et qu'on ne devrait pas être mis à part, finalement. Donc, le fait de ne pas appartenir à la majorité, tout dépend de la force des arguments que nous apportons. Et c'est pourquoi le travail du député est très intéressant lorsque nous arrivons à avoir une mission d'information et à produire des rapports pour montrer cette inégalité de traitement qu'il peut y avoir, comme je dis, avec les Outre-mer et le Pacifique. Donc, c'est un travail permanent d'explication, d'intervention à l'Assemblée pour faire reconnaître finalement que nous sommes des Français à part entière. Donc, tout à l'heure, on parlait de la cherté de la vie, mais on peut agir évidemment comme sur les revenus. C'est tout le travail qui a été mené depuis la dernière mandature sur les inégalités de traitement qui existent avec les fonctionnaires d'État qui sont basés en Polynésie française, avec nos jeunes engagés, parce qu'ils ne bénéficient pas de tous les avantages qu'un Français pourrait avoir. On a l'impression à vous entendre parler que vous êtes presque du même bord politique en fait. Qu'est-ce qui vous divise tous les deux ? Je l'ai dit sur le plateau et on se l'est dit avec Nicole et à plusieurs reprises, sur les dossiers importants qui concernent l'intérêt supérieur des Polynésiens. Tous les parlementaires, lorsque nous siégeons à Paris, que nous soyons à l'Assemblée nationale ou au Sénat, nous devons faire front commun. C'est fini l'époque où chacun devait rester dans son coin et se faire la guerre, même à Paris. Ce qui nous divise aujourd'hui, ce sont les questions institutionnelles. Or, aujourd'hui, dans le cas de cette élection législative, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un scrutin qui est basé sur une échéance institutionnelle. C'est la raison pour laquelle que sur beaucoup de sujets, puisque ça concerne l'intérêt supérieur des Polynésiens, évidemment que nous devons être raccord avec cela. Sur la question du groupe parlementaire, je vais vous le dire franchement, moi je crois volontiers Madame Sanquer lorsqu'elle porte son discours de dire qu'il est important, en tout cas pour elle, puisque c'est la même chose pour moi, de siéger dans un groupe plus petit afin de pouvoir bénéficier de temps de parole, etc. Moi je rebondis tout simplement par rapport à notre député élu, que je tiens à féliciter d'ailleurs, le député Moirani Frébo, où là, les choses me semblent beaucoup plus floues puisqu'il y a à peine quelques semaines, quelques jours, on ne parle pas de mois ni d'années, quelques jours, il était sur la liste de renaissance, de la liste d'Emmanuel Macron aux élections européennes. Moi, je me pose la question, il serait logique qu'il rejoigne le groupe macroniste puisqu'il est élu aujourd'hui. On a en face de nous Pascal Haïti aussi, dans le parti, le Tahoe Rahouir Atira à l'époque, il me semble en 2017, a fait campagne pour le Rassemblement national. Donc, il me paraît logique. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que Mme Floss puisse siéger à un moment donné au Rassemblement national. La posture de Nicole, je la connais, je la respecte. Ce qui est important pour moi, au-delà des chapelles et des groupes, à mon sens, il est important que les 3 députés, c'est l'expérience en tout cas que nous avons eue, puissent pouvoir trouver un terrain d'entente pour siéger dans le même groupe afin d'avoir un champ d'action, une puissance d'action, je veux dire, équivalente et parler d'une voix, parce qu'à partir du moment où on s'éparpille dans tel et tel groupe, j'en ai l'impression en tout cas que la voix de la Polynésie se dilue un petit peu parmi les 577 élus de la nation. Nicole Sanquer, alors. Oui, alors c'est vrai que depuis le début de la campagne, on nous accuse d'être macronistes, d'être du côté du bord du Rassemblement national. Dans le protocole d'accord qui a été signé par les 5 partis, il est clair que le positionnement des députés
fait partie de ce protocole d'accord et nous recherchons à rester unis. Ça a été un engagement et nous avons déjà eu des positions claires sur les extrêmes et Mouirani Frebo a refusé l'investiture du groupe Renaissance parce qu'il s'agit d'une autre élection et notre intérêt, et je rejoins Steve Chayou là-dessus, c'est notre intérêt est de défendre les intérêts de la Polynésie française, les intérêts des Polynésiens, et nous choisirons un groupe au centre, de droite, pour pouvoir faire entendre la voix de la Polynésie française. Et vous savez, dans les votes de loi, parce que c'est ce qui se dégage aujourd'hui au vu des sondages, qu'il n'y aura pas de majorité absolue. Et donc, la voix des petits groupes du centre, et pour l'avoir expérimenté, c'est un moyen aussi pour la majorité d'entendre la voix de ces petits groupes à travers leurs amendements et de pouvoir négocier justement l'amélioration de la loi qui nous est proposée par le gouvernement et peut-être d'obtenir un vote favorable. C'est une négociation, c'est une force de pouvoir réunir au sein du même groupe des députés d'outre-mer, et c'était le cas de l'IOT, de l'UDI, où on a travaillé de concert avec les élus de la Calédonie lors de la dernière mandature sur les sujets des fonctionnaires d'État. Et quand on va ensemble devant le gouvernement, qu'on soit de n'importe quel bord et qu'on a les bons arguments, on est entendu. Ce qui me fait peur aujourd'hui, ce sont les déclarations d'Éric Minardi qui dit que si c'est le Rassemblement national qui gagne ces élections et si on ne fait pas partie de la majorité, nos dossiers polynésiens ne seront pas traités. Quel manque d'ouverture, quel manque de respect. Vous n'entendez pas tous les deux. En même temps, il a sorti un communiqué, il a publié un communiqué. C'est le 5e. Oui, le 5e, vous les comptez. Un communiqué, en tous les cas, où il dit que son parti est tout à fait disposé à vous aider, à partir du moment où vous arrêtez de l'insulter. Je ne vois pas où je l'ai insulté, mais par contre, je prends un témoin, M. Chayou, qui a dû assister au débat. Et par contre, j'étais une cible pour le candidat Toutou Tétouanoui. Donc, à aucun moment, je n'ai insulté. Le fait de dire que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, parce que c'est comme ça qu'ils sont identifiés dans la composition de l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une insulte. Et j'ai au sein de mon conseil politique de Ahirea Porinitia des membres de Tenati qui ont voté pour ce rassemblement lors du dernier conseil politique. Je respecte tous les Polynésiens qui ont les mêmes valeurs. Donc aujourd'hui, j'apprends qu'il nous soutient et je tiens à préciser sur cette antenne qu'il n'y a eu aucun appel de ma part, qu'il n'y a eu aucun contact et aucun engagement. Je le remercie pour ce soutien. C'est pas la première fois. Au territorial, c'est ce qu'il a fait, mais ça n'a jamais donné lieu à un engagement de notre part. En tous les cas, il revient souvent vers vous. Il vous drague politiquement parlant, j'entends. Non, aujourd'hui, M. Minardi l'a dit, il défend l'autonomie de la Polynésie française. Donc, pour ce second tour, il y a un candidat autonomiste et un candidat indépendantiste. Donc, le choix est facile, mais les conditions qu'il demande, il faut peut-être discuter. Mais en tous les cas, nous l'avons annoncé dès le départ et je tiens à tenir parole devant les électeurs qui ont choisi de soutenir la liste Amuitato. Nous l'avons annoncé dès le départ. Mais ce qui m'inquiète, c'est d'annoncer que si on n'est pas au Rassemblement national, la voix de la Polynésie française ne sera pas entendu. C'est exactement... Vous savez, il y a deux niveaux d'analyse dans cette élection historique législative. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment nos électeurs à se mobiliser, parce que c'est une élection historique. On a vu le taux de participation immense en France qui dépasse les records. Donc les gens, en tout cas les métropolitains, sont bien conscients de ce scrutin historique. L'attitude de M. Minardi reflète véritablement, et je fais bien une distinction entre M. Éric Minardi et tous les Polynésiens et les Polynésiens qui votent Tenati. J'en fais bien la distinction. Là, ça concerne M. Éric Minardi. Sa position, et notamment vis-à-vis de Mme Sanquet, reflète finalement la position du Front National sur l'échelle nationale. Nous voulons clairement, et je persiste ces signes, faire barrage à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National avec Jordan Bardella. Parce que peut-être, contrairement à nos Polynésiens qui ne connaissent
peut-être un petit peu moins l'histoire de la politique française. Le Rassemblement national, ce sont les héritiers du régime de Vichy. Le Rassemblement national, ce sont les héritiers du régime de Pétain. Le Rassemblement national, ce sont des idées qui ont été proches du nazisme, en tout cas dans la Deuxième Guerre mondiale. Le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Quand on parle de parti d'extrême droite ou de parti d'extrême gauche, on ne le fait pas comme ça, de manière subtile dans notre subjectivité. C'est le ministère de l'Intérieur qui classe les partis politiques en fonction de leurs appartenances, qui est ensuite avalisé par le Conseil d'État. Que dit le Conseil d'État? Que dit le ministère de l'Intérieur? L'extrême droite, c'est le Rassemblement national. Quand on entend dire que le Front populaire, le parti, en tout cas la coalition à laquelle j'appartiens, fait partie de l'extrême gauche, je suis désolé, le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État ne qualifient pas le Front populaire d'extrême gauche, contrairement au Rassemblement national, où là, le danger, effectivement, qu'il faut faire rebondir par rapport aux propos d'Éric Minardi, c'est cette vision autoritaire et autoritariste sur le fait de gérer notre pays, de dire que si on ne fait pas partie de votre cour, vous n'aurez rien. Il est fini ce temps-là. L'important, la qualité première d'un député, je l'ai dit, je le répète, c'est sa pugnacité au-delà de son appartenance politique de tel et tel groupe politique. Parce qu'en face de nous, et c'est ça aussi la différence, le Rassemblement national n'a jamais gouverné, ne s'est jamais confronté à l'exercice difficile du pouvoir. Il y a ce qu'on peut dire en campagne et puis il y a la réalité de l'exercice du pouvoir. Les Polynésiens et les Polynésiennes pourront compter sur leurs députés pour leur pugnacité pour défendre les projets qui concernent l'ensemble des Polynésiens. En tous les cas, on ne peut pas se cacher. En même temps, ils sont aux portes du pouvoir, là, cette fois-ci. Tout dépend des sondages. Aujourd'hui, le dernier sondage que j'ai lu, ils étaient encore en situation de majorité relative et où ils sont talonnés de très près par le Front populaire que je représente. On se situe vraisemblablement vers, à mon avis, si je garde les derniers sondages, vers une cohabitation et peut-être qu'il va y avoir un front républicain contre le Rassemblement national. Et donc le Front populaire serait potentiellement en position de faire partie de cette majorité dans le cas d'une cohabitation. Moi, on me reproche le parrainage de Marine Le Pen au présidentiel de 2022. Le parrainage ne veut pas dire soutien, mais nous, à Herea Polynesia, nous sommes pour le pluralisme politique. Et donc, il manquait des parrainages à Marine Le Pen. Et ce n'est pas à l'appel de Éric Minardi que j'ai donné mon parrainage, c'est à l'appel du groupe UDI où je siégeais à l'Assemblée nationale pour pouvoir lui permettre d'être candidate au présidentiel. Mais un parrainage ne veut pas dire un soutien. Et je dirais à Éric Minardi, c'est grâce au parrainage des Polynésiens que Madame Le Pen a pu être candidate au présidentiel. Donc, ce discours qu'il a un peu menaçant, je dirais, parce que c'est comme ça que je le prends, ça ne devrait pas être permis aujourd'hui. Ensuite, vous avez posé une question tout à l'heure sur qu'est-ce qui nous différencie finalement. Donc, on est bien clair que sur la défense des dossiers des Polynésiens à Paris, c'est vrai qu'on se rejoint sur plusieurs sujets. Mais ce qui nous différencie, ce sont les déclarations et c'est surtout la vision de l'avenir de la Polynésie française. Nous sommes pour un maintien évidemment dans la République française, alors que de l'autre côté, on entend les déclarations, et notamment de Tematai Lekai, du président Oscar Temaru, de cette envie d'accéder à l'indépendance par n'importe quel moyen. On ne répond pas à nos questions. C'est ça qui nous différencie. Alors, je sais que l'indépendance n'est pas vraiment abordée ou de manière très édulcorée par les candidats indépendantistes, mais nous avons vu qu'en 2022, une fois qu'ils étaient installés, on a commencé, dès les premières déclarations, à parler de l'accession à l'indépendance et finalement de faillir un peu à sa parole donnée devant les électeurs autonomistes. Alors, la pleine souveraineté. Juste un élément de réaction par rapport à... Très vite, parce qu'après, il faudra conclure. Un élément de réaction par rapport notamment aux propos de Tematai. Tematai, il faut savoir que les propos que Tematai a pu tenir, et notamment, je pense, lorsqu'il déclarait que c'est à la France de quitter la Polynésie, la République, ça s'est fait dans le cadre d'une interview télévisée. Ça s'est fait dans le cadre où
puisqu'il était, il était élu indépendantiste, le journaliste lui a posé la question et que ce n'était pas dans le cadre des travaux à l'Assemblée nationale, ni même dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qu'il a tenu ses propos. À un moment donné, oui, nous sommes indépendantistes et oui, lorsque nous sommes sur des plateaux télé, que les journalistes nous posent des questions sur notre combat, nous répondons en fonction de notre appartenance politique. En attendant, ce n'est pas un crime d'être indépendantiste. L'indépendance, c'est simplement pouvoir et vouloir retrouver la pleine capacité de pouvoir décider à 100% nous-mêmes, pour nous-mêmes, chez nous-mêmes. C'est ça la définition de l'indépendance. Et nous nous permettons d'en parler lorsque nous sommes notamment à l'extérieur de l'hémicycle. Merci, c'est le moment de conclure. Vous avez quelques secondes pour le faire, pour convaincre celles et ceux qui nous écoutent d'aller voter pour vous samedi. Vous avez une poignée de secondes, Nicole Sanquer. Le 6 juillet, nous appelons tous les électeurs à se prononcer. Il s'agit d'une élection nationale pour déterminer l'avenir de notre pays et surtout de porter la voix de l'autonomie à Paris, à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin de toutes les voix. Rien n'est gagné. Alors nous vous attendons le 6 juillet pour la liste Amwitato, le ticket rose. Steve Chaillou. Le 6 juin prochain, chers électeurs et électrices, vous aurez à faire un choix important et grave pour la Polynésie française. Je ne me présente pas pour porter un projet indépendantiste à l'Assemblée de la Polynésie, à l'Assemblée nationale. Je ne me lève pas non plus pour porter la voix d'un projet de statut autonomie à l'Assemblée nationale. Il est important de se lever pour défendre les intérêts supérieurs des Polynésiennes et des Polynésiens sur les dossiers importants, notamment l'ITR, la pension civile, sur le fait de ramener nos fonctionnaires d'État en Polynésie. Ce sont ces dossiers qui doivent être prioritaires dans l'action d'un parlementaire lorsqu'il siège au Palais Bourbon. Donc rendez-vous le 6 juin, mobilisons-nous et allons voter. Pour le deuxième tour. Merci beaucoup. On vous retrouve tout de suite après en tahitien avec Abinera Temataotoa. J'en profite au passage pour vous rappeler qu'en télé ce soir, Polynésie la première organise également un face-à-face. Les candidats viendront là aussi défendre leur programme en tahitien uniquement ce soir et en français uniquement demain mercredi. Merci beaucoup.